Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, la nouvelle émission Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Je suis très heureux de vous accompagner dans ce nouveau rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi sur Bismart, la chaîne des audacieux où nous décrypterons ensemble toutes les problématiques liées à la gestion de votre patrimoine. Tous les jours donc nous débuterons avec patrimoine thématique où nous décortiquerons semaine après semaine un grand thème de la gestion de patrimoine, l'immobilier le lundi, les placements passion ou plaisir le mardi, les crypto-monnaies le mercredi, les thématiques liées à l'ISR le jeudi et nous finirons avec l'investissement dans l'art le vendredi accompagné de Sybille Aoudjan. Dans quelques instants, nous ferons d'ailleurs un point de rentrée sur les tendances de l'immobilier, notamment de l'immobilier locatif avec Séverine Amat, porte-parole du groupe Se Loger. Viendra ensuite Enjeux Patrimoine où deux experts seront avec nous afin de décrypter les grands enjeux de la gestion de patrimoine. Nous nous demanderons par exemple dans quelques instants si c'est actuellement le bon moment pour emprunter en cette pré-rentrée. Et puis dans la deuxième demi-heure de notre émission, nous serons ensuite rejoints par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de décrypter le monde de la gestion de patrimoine, mais avec des conseillers en gestion de patrimoine cette fois-ci, mais pas que. Nous serons également accompagnés de chroniqueurs, tous professionnels du secteur patrimonial qui décortiqueront pour nous les investissements, les tendances ou alors apporteront leurs conseils concrets lors de la construction de son patrimoine. Bienvenue donc à vous tous qui nous regardez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et pour ce premier numéro de Smart Patrimoine, nous nous intéressons à l'un des placements préférés des Français, l'immobilier. Quelles sont les tendances de la rentrée, notamment en ce qui concerne l'immobilier locatif. Une rentrée d'ailleurs un peu particulière car la crise Covid que nous vivons depuis 18 mois a pu faire évoluer parfois la perception du placement immobilier. Quel est l'état d'esprit actuel en France? L'immobilier reste-t-il une valeur refuge? Quelles sont les tendances en matière d'investissement locatif? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec Séverine Amat, porte-parole du groupe Se Loger. Séverine Amat, vous êtes en duplex avec nous. Bonjour. Bonjour Nicolas, je suis ravie de vous retrouver. Merci d'être avec nous pour cette première édition de Smart Patrimoine. Je vous propose de commencer par un tour d'horizon un peu général du marché de l'immobilier en cette pré-rentrée. On n'est pas encore en septembre, on est fin août pour le moment. Comment se porte ce marché selon les données dont vous disposez chez Se Loger ? Alors Nicolas, globalement, on peut dire que c'est un marché qui est porté par l'attrait des Français, sans aucune réticence là-dessus. C'est plus que jamais une valeur refuge pour 80% des sondés par l'étude de Se Loger. Depuis 2007, on sait que les taux d'intérêt sont ultra attractifs. Au second trimestre 2021, en France, on parlait d'un taux moyen de 1,6 hors assurance, selon Crédit Logement. La FNAIM compte déjà à fin mars plus d'1 million de transactions. Bref, c'est un marché qui est résilient, sans érosion à date. Néanmoins, parce qu'il y a toujours un mais dans les histoires, vous le savez mieux que moi, c'est un marché qui est en sous-offre. On note, nous, sur l'ensemble des plateformes immobilières, une baisse de plus de 10% de la publication des annonces sur les sites immobiliers globalement. C'est un phénomène qui est encore plus prononcé sur les sites de particuliers. Il n'y a donc pas de marché parallèle entre particuliers. Les particuliers ont plus que jamais besoin des professionnels. C'est un attentisme qui est latent, qui existe, dû à une petite peur, une petite souffrance vis-à-vis de l'avenir et des 6 prochains mois concernant la situation économique en France. Alors, dans ce que vous nous dites, il y a deux choses qu'on peut comprendre. C'est qu'il y a plus de demandes que d'offres, donc on imagine que ça peut avoir un impact sur les prix. Et puis peut-être qu'on fera un petit point après sur l'état d'esprit des investisseurs. Vous nous parlez de peur ou de crainte vis-à-vis de l'avenir. Mais déjà, en termes de prix publiés sur la plateforme Se Loger, qu'est-ce que vous constatez sur ce rapport entre demande et offre, Séverine Amat ? Alors, on constate, selon le dernier baromètre LPI Se Loger qui vient d'être publié en juillet, une hausse nationale de plus 4,1 points dans l'ancien et plus 3,1 points dans le neuf. Là, on remarque aussi que dans la quasi-totalité des villes de plus de 100 000 habitants, la hausse est au moins égale à 5%. C'est le cas de Rennes, Lyon et Montpellier. Et puis qu'elle est même supérieure à 10% sur Aix-en-Provence, Nantes et Rouen. Et enfin, qu'elle dépasse les 15% à Angers, Metz et Strasbourg, des villes, vous l'avez noté Nicolas, qui sont situées entre 1h30 et 2h en train de Paris
et qui restent pour la majorité d'entre elles en moyenne 70% moins chères que la capitale. Des villes aussi qui proposent des biens plus grands et ça intéresse forcément les porteurs de projets qui depuis la crise de la Covid sont en recherche d'espace, on le sait, que ce soit des espaces intérieurs mais aussi extérieurs. Il faut savoir que pour un budget moyen estimé à 265 000 euros, ces villes moyennes proposent entre 10 et 30% de superficie en plus, à savoir un élément qui n'est pas négligeable pour les porteurs de projets. Mais alors ça veut dire, Séverine Amat, que ce qu'on a pu lire depuis de nombreux mois maintenant sur le fait qu'avec la crise Covid, avec les confinements successifs, un certain nombre de citadins et notamment de Parisiens voulaient aller chercher plus de surface et plus d'espace. Là, vous le voyez concrètement, ça se traduit dans les chiffres et du coup, ça a comme impact de faire augmenter l'immobilier dans toutes les villes accessibles ou qui permettent en tout cas d'aller travailler à Paris de temps en temps. Oui, c'est ce qu'on constate, et la surface supplémentaire, que ce soit à l'intérieur mais à l'extérieur des biens. Et aussi, élément très important, nouveau critère qui rentre en ligne de compte, c'est l'accès Wi-Fi, la fibre. Il faut effectivement que ces biens soient fibrés et qu'on ne soit pas dans des zones blanches pour permettre aux personnes qui vont acquérir ce bien de pouvoir télétravailler en toute sérénité. Alors, Séverine Amat, aussi, les prix au sein des villes que vous nous avez citées, donc Rennes, Lyon ou Montpellier, si les prix ont augmenté, est-ce que ça veut dire que les prix à Paris ont baissé ? Alors, les prix à Paris sont loin d'être baissés. Vous savez que le plafond de verre est atteint. On parle de 11 400 euros à Paris. Donc non, les prix, bien évidemment, à Paris ne baissent pas. Du mètre carré en moyenne, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, c'est ça, 11 400 euros du prix du mètre carré en moyenne. Voilà, ce sont plutôt les biens qui baissent, puisqu'on parle d'une offre qui est en récession, une offre qui se tend de plus en plus, et ce qui force en fait les porteurs de projets à s'orienter et à s'intéresser davantage vers les biens en petite et moyenne couronne. Alors, on va parler dans quelques instants d'investissement locatif. Juste avant, Séverine Amat, quelles informations avez-vous du côté de Se Loger sur l'état d'esprit des porteurs de projets ? Alors, les porteurs de projets, vous savez, c'est une étude qu'on mène depuis 8 ans maintenant. On est les seuls à la réaliser en France. On sonde tous les 4 mois les personnes qui viennent sur nos sites, que ce soit Se Loger et Logikimo, et qui déposent une alerte et qui attendent de nous de leur pousser des annonces qui correspondent à leur critérisation idéale. Le dernier sondage date du mois de mai. Il a interviewé près de 3000 porteurs de projets ayant une acquisition en cours dans les 6 prochains mois. Et ce que révèle l'étude, c'est très simple, c'est qu'un acquéreur, même un vendeur sur 5, pense désormais que le niveau de vie en France va s'améliorer. Donc il y a une espèce d'optimisme qui est latent, et ça c'est plutôt bon à savoir pour la profession immobilière. Et un sentiment en fait qui est encore plus exacerbé du côté des investisseurs. On sait aussi au travers de notre étude, de notre enquête d'opinion, qu'il n'y a pas de baisse des prix qui est ressentie à court terme, que ce soit par les acquéreurs pour 55% d'entre eux ou par les vendeurs pour 51% d'entre eux. Même les investisseurs, et je finirai là-dessus, ne pensent pas que les prix vont baisser aussi, puisqu'ils sont même 53%, donc un pourcentage supérieur aux acquéreurs et aux vendeurs, à estimer que la baisse des prix n'aura pas lieu. Donc vendeurs et acquéreurs sont au moins d'accord sur une chose, c'est que selon eux, les prix ne devraient pas trop baisser. Si on regarde maintenant l'investissement locatif précisément, on peut se poser cette question en pré-rentrée. Où est-ce qu'il faut investir en France ? Vous nous avez cité tout à l'heure un certain nombre de villes où les prix de l'immobilier ont augmenté. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs ou des acquéreurs qui ont fait le choix d'aller nombreux dans ces villes. Est-ce qu'elles sortent du coup automatiquement des villes où il faut investir ? Quelles sont les tendances que vous constatez, Séverine Amat ? Alors, ce qu'on constate, nous, au travers de l'étude, c'est que, bien évidemment, un chiffre qui est quand même croissant, c'est que 32% des investisseurs et même 50% d'entre eux localisés en Île-de-France sont locataires de leur résidence principale. C'est un élément saillant. On sait aussi, au travers de l'analyse réalisée par Century 21, réseau d'agences, que les investisseurs et les investissements locatifs n'ont jamais été aussi nombreux, en fait, puisqu'ils représentent 30% des achats, soit un achat sur 3 sur le dernier semestre 2021. Donc ce que l'on sait aussi de ces investisseurs, c'est qu'ils recherchent davantage des appartements, 54% contre 45% en février dernier. C'est encore plus vrai pour les investisseurs franciliens puisqu'ils sont 70% à rechercher des appartements. Il est vrai qu'on ne trouve pas forcément des maisons en Île-de-France, c'est un peu plus rare, notamment à Paris. Mais alors, Amat, que je comprenne bien, quand vous nous donnez les chiffres du coup de ces locataires majoritaires en Île-de-France, ça veut dire qu'on est sur un profil de locataire qui cherche à devenir propriétaire en résidence principale ou on est sur un profil de locataire qui fait un investissement locatif ?
Non, on est sur des profils d'investisseurs qui sont là pour faire des investissements locatifs. Pardon, Nicolas, je le précise à nouveau. Donc, c'est des personnes qui recherchent, bien évidemment, pour compléter leurs revenus parce qu'ils ont pris conscience, et je vous le disais en introduction, que l'immobilier est une valeur refuge avant tout et que c'est là-dessus qu'il faut capitaliser sur l'avenir, vu qu'économiquement, il y a une plus grande incertitude sur l'avenir. Voilà. Donc, ce sont des investisseurs qui sont là pour acquérir un bien et le mettre en location derrière. Donc, ce que l'on a analysé, nous, au sein de Se Loger, c'est qu'on a pris un petit peu les villes de plus de 100 000 habitants. On s'est focalisé sur des biens d'une superficie de 50 mètres carrés et on a travaillé, calculé la rentabilité nette qui agrège tout un tas d'éléments qui permettent d'avoir une rentabilité la plus nette possible, dégrevée en fait de toutes les charges qui incombent au bien. Et par rapport à ça, à cette étude, on a établi un classement, un premier classement qui identifie des rentabilités entre 4 et 8%, et on a un top 3 qui identifie donc un certain nombre de villes que sont Rennes, Le Mans, Angers et Brest, les 4 villes qui proposent pour l'acquisition d'un bien de 50 mètres carrés une rentabilité entre 4 et 8%. Voilà. On a réalisé aussi l'exercice sur des studios, vu que la rentrée est une rentrée universitaire et qu'il peut être intéressant pour des investisseurs d'investir dans ce type de logement. On a là aussi travaillé une rentabilité nette sur ce type de biens et on détecte dans ce top 4 les villes suivantes: Le Mans, Angers, Tours et Brest, avec des rentabilités entre 4 et 9,87% pour la dernière des 10 villes. Donc on constate finalement que sur les premières places de ce classement, les villes sont globalement les mêmes, qu'il s'agisse de rentabilité pour un appartement ou pour un studio, Séverine Amat. Vous le soulignez très bien, ce sont des villes qui ne sont pas très loin des cœurs névralgiques, là où les bassins d'emploi sont actifs, puisque aujourd'hui, même s'il y a une volonté de télétravailler et de partir des grandes métropoles, les bassins d'emploi, eux, ne se déplacent pas. Et en l'occurrence, il est important pour les investisseurs, tout comme les primo-accédants, qui acquièrent des biens pour y vivre aussi en titre de résidence principale, de ne pas trop s'éloigner des centres de travail, de profession, puisque eux-mêmes ne se déplacent pas. Donc, dans cette étude, pour revenir à l'investissement locatif, on a étudié évidemment la rentabilité nette par rapport aux villes de plus de 100 000 habitants, mais qui dit rentabilité nette aussi dit délai de mise en location. Il est important aussi pour les investisseurs de regarder le délai en fait de location du bien, le temps que celui-ci va mettre à trouver un locataire. Et toujours par rapport à cette étude sur ce vivier de villes de plus de 100 000 habitants, il y a 3 villes qui affiche un taux de rentabilité supérieur à 4% et 2, un délai de location qui est 2 fois moins important que le délai moyen constaté, à savoir 44 jours. Le top 3 est le suivant. On retrouve Angers avec 21 jours de mise en location moyen pour une rentabilité de 6,16. Rennes, 22 jours avec une rentabilité de 8,8%. Et puis enfin Brest, 21 jours avec une rentabilité de 6%. Voilà. Et alors pour finir très rapidement, Séverine Amat, on le disait en introduction, il y a plus de demandes que d'offres. Oui. Est-ce que les investisseurs et les porteurs de projets peuvent quand même rester optimistes sur le fait que l'offre sera au rendez-vous quand on veut faire un investissement locatif ? Eh bien, Nicolas, ce sera un petit peu le mot de la fin. C'est ce que redoutent un petit peu les investisseurs, effectivement, mais que ce soit aussi les porteurs de projets plus globalement, que ce soit les acquéreurs et les vendeurs, parce qu'il faut savoir que les vendeurs sont aussi, pour 64% d'entre eux, des acquéreurs derrière. C'est la pénurie d'offres, c'est le manque de biens et ces situations qui tendent un petit peu le marché et qui font que ces porteurs de projets sont un petit peu inquiets sur le contingent d'offres à consulter et à acheter derrière. Merci beaucoup Séverine Amat d'avoir partagé avec nous ces tendances dans l'immobilier, mais également dans l'immobilier locatif pour cette pré-rentrée en France. Séverine Amat, je rappelle que vous êtes porte-parole du groupe Se Loger. Et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine et nous restons dans le domaine de l'immobilier puisque nous allons parler de crédit immobilier et plus précisément de l'évolution des taux d'intérêt qui n'ont pas réellement bougé au mois de juillet par rapport au deuxième trimestre 2021, à en croire en tout cas les chiffres communiqués par les banques. Et cela peut paraître étonnant, le contexte économique où la période estivale aurait pu laisser présager une petite hausse de taux. On en parle avec 2 courtiers en prêt immobilier, Sandrine Alonier, directrice des études de vousfinancer.com. Bonjour Sandrine Alonier. Bonjour. Et
Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis. Bonjour Cécile Roclor, bienvenue sur ce plateau. Merci de venir y partager vos expertises. Je vous propose de commencer avec vous, Sandrine Alonier, et de faire un point global finalement sur la situation actuelle des taux d'intérêt qui étaient à 1,06% à la fin du deuxième trimestre 2021 et on constate en juillet 1,05%. C'est en tout cas ce que vous transmettent les banques. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce taux historiquement bas aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, le crédit immobilier, ça reste pour les banques le meilleur moyen de capter des nouveaux clients. D'accord. Donc, elles veulent prêter et elles sont prêtes à le faire à des taux très bas parce qu'elles ont toutes cette même stratégie. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de liquidités dans l'économie française. Après la crise du Covid, les gens ont beaucoup épargné. Et donc, toutes les banques doivent placer leurs liquidités. Soit elles le font auprès de la Banque centrale européenne, mais ça a un coût, puisqu'il y a un taux de dépôt de moins 0,5%. Soit elles le font aux particuliers en prêtant. Et du coup, comme elles veulent toutes prêter au même profils, si je puis dire, qui sont des bons profils, mais ça on y reviendra. Résultat, elles pratiquent des taux extrêmement bas parce qu'on a une très forte concurrence interbancaire. Donc on a des taux qui n'arrêtent pas de baisser et ça pourrait encore peut-être continuer à la rentrée. Cécile Roclor, je disais en introduction, la période estivale, parfois ou même souvent, laisse présager une petite hausse de taux parce que les banques ont déjà octroyé suffisamment de crédit et puis comme les gens partent en vacances, du coup on se dit que si on augmente un petit peu les taux, il y aura un petit peu moins de monde qui cherchera à emprunter. Là, c'est pas le cas. Pourquoi ? Ça veut dire que du coup, même cet été, comme nous le disait Sandrine Alonier, les banques ont envie de prêter toujours ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment atypique. Normalement, l'été, effectivement, on a une remontée des taux, vous l'évoquiez. Là, cette année, pas du tout. Alors, même qu'un banquier sur deux est en vacances comme nous, la volonté d'accompagner les projets de crédit immobilier, de continuer à réaliser des objectifs. Le crédit immobilier, c'est l'outil de conquête d'un nouveau client. Vous n'allez pas conquérir de nouveaux clients avec de l'épargne ou avec des produits d'assurance. C'est avec le crédit immobilier. Donc, il y a une forte volonté d'accroître les parts de marché. Et puis, on a quelque chose d'un peu atypique cette année aussi parce que les banques nous le disent, on en avait encore la semaine dernière au téléphone, qu'elles sont en train déjà de préparer 2022 et elles ne veulent pas louper le coche. Donc, dès aujourd'hui, elles continuent à baisser leurs taux. On a même des annonces de futures baisses des taux qui pourraient arriver dans les semaines à venir, voire même les quelques jours qui arrivent. Mais donc ça veut dire que si on se pose la question de savoir si c'est le bon moment pour emprunter, vous nous dites attendez finalement une semaine ou deux, c'est ça ? Non, parce que les écarts ne seront pas majeurs. Aujourd'hui, en taux les plus bas pratiqués par les banques, vous êtes à 0,56% sur 15 ans, vous êtes à 0,7% sur 20 ans. On a une banque sur deux qui pratique des taux inférieurs à 1% sur 20 ans. Donc aujourd'hui, les conditions sont idéales. Les petites baisses qu'on va avoir vont correspondre à certains profils, à certaines banques qui veulent être plus agressives et se repositionner. Donc aujourd'hui, elles sont très bonnes. Elles vont bouger légèrement, mais rien de très impactant sur les projets. Vous pouvez dès aujourd'hui réaliser votre projet, clairement. Parce que c'est vrai que Sandrine Alonier, on peut se poser la question quand on voit des taux aussi bas de la rentabilité du crédit immobilier pour une banque. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que c'est avant tout ce qu'on pourrait appeler un produit d'appel. Finalement, ça permet de capter un épargnant et ensuite, du coup, la rentabilité se fera sur d'autres produits que le crédit immobilier. Voilà, en fait, le crédit immobilier est pour les banques le placement de liquidité qui offre le meilleur couple rendement-risque. Alors, c'est vrai que ça rapporte peu, mais c'est aussi très peu risqué, puisqu'en France, on a le taux de défaut sur les crédits immobiliers qui est le plus faible d'Europe. C'est moins de 1% des crédits qui ne sont pas remboursés. Donc, c'est vrai que pour les banques, c'est finalement très sûr. Et en plus, elles prêtent quand même majoritairement au beau profil. Il faut être en CDI de préférence, il faut avoir 10% d'apport. Donc, elles ne veulent pas prêter un montant supérieur à la valeur du bien. Donc, elles restent quand même malgré tout très prudentes. Et c'est peut-être ça qui va être un petit peu le bémol qu'on risque d'avoir sur la fin d'année, c'est qu'on pourrait avoir des conditions d'octroi qui pourraient légèrement se durcir à cause des recommandations du Haut Conseil de stabilité financière, puisqu'en fait tout ça est quand même très bien géré. On surveille bien que les banques prêtent bien à des gens qui sont capables de rembourser. Donc pour revenir à votre question, oui certes sur le crédit immobilier en tant que tel, elles dégagent quand même très peu de rentabilité au moment de la mise en place du crédit, mais elles veulent capter la relation principale du client, c'est-à-dire qu'elles veulent que le client domicilie ses revenus, elles veulent avoir une vraie relation avec les clients. Quand c'est un jeune couple, et c'est vrai que c'est des profils prisés par les banques parce qu'ensuite ils vont avoir des enfants, leur ouvrir des livrets d'épargne. Donc on veut être là au début de leur vie, de leur vie d'épargne tout simplement. Au moment où les gens sont peu bancarisés. Et c'est là que vraiment le crédit immobilier va être ensuite
ensuite rentable pour la banque. Et puis il y a aussi le sujet de l'assurance, puisqu'évidemment sur l'assurance de prêt, là, elle dégage plus de rentabilité, je vous rassure. Même s'il y a différentes lois effectivement qui permettent de choisir son assurance par la suite. Vous évoquiez le Haut Conseil pour la stabilité financière. Effectivement, les conditions ont légèrement évolué sur les conditions d'octroi de prêt. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que maintenant il faut entre 10 et 20% d'apport obligatoire finalement pour pouvoir avoir accès à un prêt. Mais il y a également le pourcentage d'endettement. Les banques le pratiquaient déjà, mais maintenant c'est 35% maximum en fait de la capacité, de capacité d'endettement que peut avoir un profil. Vous parliez de la qualité également des profils. Est-ce que ça veut dire que finalement le prêt coûte peu cher pour un emprunteur, mais finalement que pour les très bons profils? Voilà, on a quand même un peu un marché à deux vitesses entre ceux qui peuvent emprunter et le font vraiment à des conditions records et extrêmement avantageuses, on l'a dit, et les autres qui malheureusement sont exclus du crédit. Alors c'est moins le cas cette année, il y a eu quand même de la détente, mais l'année dernière, en plein confinement, évidemment les artisans, commerçants, chefs d'entreprise dans une économie à l'arrêt ne pouvaient plus emprunter. Là cette année, ça s'est un petit peu détendu. On peut aller en effet jusqu'à 35% d'endettement, ce qui est quand même beaucoup. Bon, certes, il faut un peu d'apport, mais voilà, le souci qu'il y a, c'est que certaines banques sont allées jusqu'à 39-40% d'endettement. C'est normal puisque c'était des beaux profils avec un bon reste à vivre. Mais le Haut Conseil de stabilité financière a dit attention, en septembre, il pourrait y avoir des sanctions pour les banques qui ont été un peu trop larges et qui, dans l'euphorie de la reprise économique de 2021, ont un peu trop prêté. Donc c'est ça qu'on va vraiment devoir surveiller de près en cette rentrée. Cécile Roclor, même question sur du coup, les recommandations du Haut Conseil pour la stabilité financière. Parce que c'est vrai que Sandrine Alonier l'évoquait, les banques peuvent avoir tendance à ne prêter qu'aux bons profils et du coup à se laisser porter par ces profils dont on sait qu'ils vont pouvoir rembourser. Le fait de mettre une limite, est-ce que ça limite simplement l'euphorie ou est-ce que ça peut être, du coup, ça peut également avoir un impact sur ces profils qui sont un peu moins bons pour les conditions des banques? Alors forcément, le principal élément d'un crédit, c'est de rassurer la banque sur votre capacité à rembourser sur 15, 20, 25 ans, même si on sait que la moyenne de durée de détention d'un crédit immobilier, c'est plutôt 8 ans. Maintenant, les banques ont, grâce au HCSF, une enveloppe dérogatoire pour sortir de ces critères de 35% de taux d'endettement, mais aussi de durée, puisque le HCSF a recommandé que les crédits soient faits sur 25 ans et pas plus, sauf si vous êtes dans le cadre d'une construction, et là, vous allez avoir 2 ans de différé possible en plus de ces 25 ans. Mais les banques ont 20% de leur production de crédit sur lesquels elles peuvent jouer sur ces curseurs-là, et donc choisir d'accompagner un profil qui serait à 36 ou 37, voire 38% de taux d'endettement, ou rallonger un petit peu la durée si c'est nécessaire. Alors évidemment, si vous êtes un ménage modeste avec peu de revenus et pas beaucoup de sécurité et qu'en plus vous voulez aller chercher les 33 à 35% de taux d'endettement, la banque n'ira pas forcément surenchérir sur une situation de risque. Le but du jeu, c'est de maîtriser son risque. Mais aujourd'hui, elles ont 20% d'enveloppe supplémentaire où elles peuvent sortir de ce cadre et ça permet d'accompagner beaucoup de ménages, même des ménages moins haut de gamme. Aujourd'hui, on peut vraiment trouver un crédit immobilier assez facilement. Et alors, je sais que vous n'êtes pas du coup des banques, vous travaillez pour des courtiers du coup en prêt immobilier, mais Sandrine Alonier nous disait tout à l'heure que finalement les crédits peu remboursés, c'est une part infime des crédits. Est-ce que c'est parce que du coup il y a tellement de contraintes avant l'octroi du crédit que du coup la part de crédit remboursé est infime ou du coup est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de prudence parfois du côté des banques aujourd'hui? C'est la sécurité de notre système financier. Aujourd'hui, on peut trouver critiquable cette limite de 33% de taux d'endettement. Il faut savoir que devenir propriétaire, c'est pas juste un crédit immobilier. Vous allez avoir des taxes supplémentaires comme la taxe foncière, vous allez avoir l'entretien du bien et tout ça, ça nécessite des marges de manœuvre budgétaires. C'est aussi pour ça que les banques, elles sont très regardantes à la capacité d'épargne mensuelle. Si vous êtes dans un budget trop serré et vous n'arrivez pas à mettre de l'épargne de côté, ça veut dire qu'au moindre aléa sur votre bien, vous allez être en difficulté sur le paiement. Donc effectivement, il y a des marges de précaution qui sont prises par les banques et les institutions financières, mais elles sont aussi pour le bien de l'emprunteur. Donc Sandrine Alonier, finalement, tout est question de confiance vis-à-vis de la banque. Aujourd'hui, on est dans un bon moment pour emprunter. Je parle de manière plus générale, c'est-à-dire qu'on voit les taux baisser, on entend autour de nous les gens nous dire bah oui, c'est le bon moment, l'argent coûte pas cher, il faut y aller, il faut y aller. Bon, personnellement, ça fait 2 ans que j'entends ça et ça continue finalement à baisser encore un petit peu. Donc on peut se poser la question de savoir quel est un bon moment ou pas un bon moment. Aujourd'hui, si je comprends bien, c'est le bon moment d'emprunter du moment qu'on a un bon profil. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que l'impact de la baisse des taux
de 0,10, de 0,20, elle n'a pas vraiment un énorme impact sur la mensualité. Ça va être quelques dizaines d'euros. Non, je pense qu'aujourd'hui, si on a un projet immobilier, si on a la volonté de changer de vie, puisque c'est vrai qu'on a aussi on est dans un marché qui explose, parce que les gens ont des changements de projet de vie. Donc, si on a ce projet de vie, il faut bien y réfléchir, puisqu'en effet, on s'engage sur une durée longue, que les prix de l'immobilier sont quand même assez élevés, donc il faut bien choisir son bien pour pas se retrouver en difficulté si on change d'avis. Mais si on a un projet immobilier, oui, c'est le bon moment, parce qu'il ne faut pas aussi oublier, et c'est ça aussi qui porte le marché, c'est que la réforme des retraites n'a pas encore été faite, et on a tous besoin de préparer notre retraite, et l'immobilier, c'est le moyen de préparer sa retraite, d'agrandir son patrimoine, de se constituer un patrimoine, et le faire aujourd'hui à ces niveaux de taux-là, on amortit rapidement la valeur du bien. Bien sûr, même si le coût du crédit est bas, c'est vrai que c'est important, mais c'est surtout qu'on amortit rapidement. Donc c'est vraiment un vrai levier pour devenir propriétaire ou pour agrandir son patrimoine. Finalement, l'immobilier, c'est le seul placement pour lequel la banque accepte de vous prêter une somme d'argent pour le réaliser. Donc ça, c'est aussi ça qui porte le marché. Donc c'est le bon moment, et c'est pas 0,10, 0,15 de taux qui changeront. En ce moment, les banques veulent encore prêter, même si elles ont réalisé leurs objectifs de production de crédit ou sont sur le point de le faire. C'était la question que j'allais vous poser. Prêter davantage, et notamment au bon profil, puisque tout le bonus, tout ce qui est bon à prendre, elles le prennent. Là, on est dans une reprise économique, donc les banques ont de nouveau davantage confiance dans l'avenir, et c'est aussi pour ça qu'elles acceptent de prêter. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le bon moment, les banques veulent prêter, les acheteurs sont là, il y a en effet ce souci de pénurie de biens, mais on peut dire que globalement, tous les voyants sont au vert. Cécile Roquelaure, c'est justement... Alors Sandrine Alonier a partiellement répondu à la question, mais c'est vrai que quand on voit les taux qui continuent à rester bas, alors que l'inflation repart, bon, pas énormément en France, mais elle repart un petit peu, donc on pourrait se dire que les taux pourraient remonter un petit peu, qu'il y a une pénurie d'offres aujourd'hui sur le marché. Et quand on échange avec des agents immobiliers, ils nous disent qu'il n'y a jamais eu autant d'estimations, mais que les biens n'arrivent pas jusqu'à la vente. On peut se dire, finalement, si les taux restent bas, c'est que les banques n'ont pas fait suffisamment de crédit sur cette année. Non, apparemment, comme ce que nous dit Sandrine Alonier, c'est pas le cas. Alors, c'est surtout un système qui s'auto-alimente. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre année, vous recommencez une nouvelle année et il n'y a pas de stock. Vous êtes obligé de recommencer à faire vos objectifs. Donc là, on arrive à une période charnière où les dossiers engagés en termes de crédit immobilier sur le début de la rentrée peuvent se finaliser l'année prochaine. Et donc, du coup, les banques, elles sont volontaires parce que 2022 sera une nouvelle année. Après, il y a un autre élément, c'est qu'il y a un équilibre entre les prix de l'immobilier et les taux. Tant que vous avez des prix qui continuent à progresser, les taux de crédit ont une difficulté à remonter. Vous disiez tout à l'heure que l'argent ne coûte pas cher, mais en fait, l'immobilier, lui, vaut beaucoup. Et tant qu'on a cet surtout en ville. Clairement. Et même dans les villes limitrophes, maintenant, on le voit bien, toutes les périphéries des grandes villes, les prix de l'immobilier ont fortement augmenté. La demande s'est déplacée avec les confinements. On a envie d'avoir une résidence semi-permanente, plus à la campagne, plus au vert. Donc, du coup, on a un marché qui est extrêmement dynamique. Et même si on a un petit resserrement des demandeurs de crédit immobilier, parce que certains, effectivement, se sont vus empêchés d'emprunter parce que leur situation professionnelle ne le permettait pas, on reste quand même avec une pénurie de biens. La construction dans le neuf a beaucoup souffert des confinements. Et donc, aujourd'hui, vous avez toujours moins de biens que d'acquéreurs. Et tant qu'il y a ce rapport-là, les taux sont un peu bloqués. Puis les banques restent volontaristes. Donc, effectivement, tant que vous voulez resolvabiliser une demande, il faut garder des taux bas. Et des taux bas qui, du coup, si j'ai bien compris ce que vous me disiez, devraient rester à un niveau similaire jusqu'à la fin de l'année. Alors, on ne sait pas si ce sera 0,10, 0,15 de plus ou de moins, mais à des niveaux globalement similaires. Tout à fait, exactement. Il y a peut-être un type de projet qui est peut-être plus malmené malgré ces taux bas, c'est l'investissement locatif. Vous évoquiez le placement patrimonial. Aujourd'hui, il y a des recommandations assez fortes du HCSF sur l'investissement locatif, la prise en compte des loyers, leur pondération par les banques. On voit aujourd'hui des banques beaucoup plus regardantes sur les projets d'investissement locatif. Donc, si vous voulez faire grandir votre patrimoine, il va falloir vraiment vous préoccuper du montage financier qui peut ou ne pas vous être accordé au vu de votre situation. Les banques sont vraiment très regardantes sur la qualité du bien et sur le profil de l'investisseur pour accompagner. Il ne suffit pas de dire le loyer couvrira mon emprunt, c'est bon, ça passe. Non, vous avez une vraie pondération qui est de l'ordre de 70%. Et puis, on va regarder si l'investisseur choisit bien son bien, s'il n'y a pas de risque de vacances locatives. Donc là où vous achetez votre bien, on dit toujours en immobilier que ce qui compte, c'est le bien et encore le bien. Aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai et on a des profils d'investisseurs qui, pour un deuxième ou troisième investissement, vont avoir des difficultés à trouver un financement puisque le banquier va estimer qu'il y a trop de prise de risque.
risque. C'est vrai, Sandrine Alonier, qu'on peut aussi se dire qu'on est dans un marché immobilier qui évolue. Alors on commence à comprendre effectivement les grandes tendances, mais qui n'étaient pas forcément les mêmes qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc on se demande si c'est un effet de mode, quelque chose qui va durer. Le télétravail qui se met en place au sein des entreprises a l'air de faciliter ce déplacement vers d'autres villes, vers des résidences semi-permanentes, comme le disait Cécile Roclor. Pour autant, quand on voit des GAFA qui commencent à indexer les salaires sur les lieux de résidence, on peut se poser la question de savoir si ça va être une vraie tendance ou non. Donc c'est vrai que on n'avance pas à pas finalement dans ce nouveau paysage. C'est pour ça que les banques sont prudentes, puisque ça paraît tellement facile de se dire je vais aller vivre à la campagne, près de la gare c'est trop cher, du coup je prends une maison un peu éloignée. Et c'est là que la banque dit attention, vous allez peut-être avoir des travaux, la chaudière a changé, la toiture, et puis comme vous êtes loin de la banque, il faudra acheter une seconde voiture. C'est pour ça que la banque prend aussi ça en compte et limite l'endettement à 35%, parce que dès qu'on est au taquet de l'endettement et qu'il faut racheter une voiture, on peut passer vraiment en surendettement. Donc c'est vrai que ces nouveaux modes de vie vont aussi entraîner des coûts supplémentaires, peut-être des prêts, davantage de crédits à venir. Et du coup, la banque aussi anticipe ça. Et puis en plus, s'il y a machine arrière au bout de quelques années, le problème c'est comme les biens sont actuellement assez surévalués, les maisons en zone périurbaine, eh bien s'il y a revente dans 3-4 ans et que le bien a été acheté sans apport et également à un prix un peu surévalué, eh bien si on revend au bout de 3-4 ans, si les prix ont baissé de 10%, eh bien le couple ne sera plus en mesure de rembourser la banque. Donc finalement, ces recommandations, elles sont vraiment de bon sens. Et quand la banque regarde le dossier, elle regarde le projet de vie et la qualité du bien. Et on a déjà eu, par exemple, un refus de crédit pour l'achat d'une maison ancienne à 30 km de Troyes. Le couple est revenu 3 mois après avec l'achat d'un appartement ancien en centre-ville. Et là, ça a été accepté puisque c'était considéré comme moins risqué. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a... Là, moi, je trouve qu'on est vraiment dans un système vertueux où les banques sont prudentes, mais c'est en effet pour le bien de l'emprunteur, comme l'a dit Cécile. Et une prudence dans des tendances qui évoluent, dont on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Merci beaucoup, Sandrine Alonier, directrice des études de vousfinancer.com. Merci, Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis, d'avoir partagé avec nous vos expertises qui pourront éclairer du coup tous ceux qui veulent se lancer ou porter un projet immobilier en ce début d'année. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine. Et nous avons d'ailleurs été rejoints par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue pour cette première édition de Smart Patrimoine. Nous nous retrouverons donc chaque jour à 13h30 pour interviewer des gestionnaires de patrimoine et des professionnels du secteur. Une deuxième partie d'émission qui va se dérouler en 3 parties. Le Club Macro, tout d'abord, où nous ferons un point général sur les choix de gestion patrimoniale. Nous commencerons d'ailleurs dans quelques instants avec Victor Piriou de chez Cogefi Gestion. Suivra ensuite le Club Action où, comme son nom l'indique, nous parlerons cette fois-ci de stratégie de gestion en lien avec les marchés financiers. Pour cette première, nous aurons le plaisir de recevoir Nourane Charer de chez Mansartis Gestion. Et puis en fin d'émission, le Club Expert vous présentera les partis pris d'experts du secteur patrimonial. Et c'est Marc Faber, conseiller en gestion de patrimoine chez LBF Patrimoine, qui se pliera à l'exercice pour ce premier numéro de Smart Patrimoine. Bienvenue donc à ceux qui nous ont rejoints et tout de suite on se retrouve dans le Club Macro. Et on commence donc avec le Club Macro dans lequel nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Victor Piriou, responsable des partenariats chez Cogefi Gestion. Bonjour Victor Piriou. Bonjour Nicolas. Bonjour Laura. Bonjour, Alors Cogefi Gestion, c'est 3 stratégies de gestion, actions diversifiées ou taux crédit. On peut peut-être commencer là en cette pré-rentrée. Victor Piriou, peut-être sur un bilan depuis le début de l'année. Quel bilan vous pouvez faire des 6 premiers mois, enfin maintenant 7 voire bientôt 8 premiers mois de l'année avant de vous projeter sur la fin de l'année? On a eu vraiment une année 2020 qui a été compliquée et on a vraiment vu la gestion active et les convictions des gérants qui se cristallisaient par rapport aux performances. Donc on a vraiment vu un vrai écart entre différentes stratégies et différentes pensées. 2021, c'est une bonne année pour la majorité des gérants d'actifs. C'est une année qui est extrêmement volatile. C'est une année où on voit arriver finalement de la volatilité, des incertitudes, mais tout va très très vite et on a une accélération des schémas boursiers finalement qui se met en place. Et donc c'est ultra intéressant pour les gérants et pour les gérants de conviction comme nous d'apporter nos stratégies, donc d'apporter nos résultats qui soient bon ou
avec un peu plus ou moins bon. ou moins bon, mais on va y arriver. Et de toute façon, c'est sur le long terme, donc c'est une année extrêmement intéressante à tout point de vue. Alors, au fait de la gestion active, vous êtes plus quoi cette année? Value, croissance, quels sont vos secteurs préférés? Nous, alors, j'aime pas le mot value, j'aime pas le mot croissance. On a toujours parlé depuis le début de l'année, on parle de rotation stylistique, de rotation sectorielle, de rotation de tout ce que vous voulez. En fait, ce qui est extrêmement intéressant depuis le début de l'année, c'est qu'on a tous les secteurs d'activité, tous les segments de marché qui ont augmenté et qui ont été chercher de la valeur. Nous, on est plus dans la qualité, et la qualité, finalement, c'est acheter ce qu'on comprend, mais aussi acheter ce que le marché comprend. C'est ça que ça veut dire, la qualité? La qualité, c'est des boîtes finalement qui ont des fondamentaux extrêmement solides et qui ont pu traverser les crises. On peut avoir de la value de qualité, comme on peut avoir de la croissance de mauvaise qualité. Nous, on achète des boîtes qu'on comprend, on achète des boîtes qui ont des stratégies qui s'inscrivent dans la durée, qui ont des cash flows récurrents, qui ont une rentabilité importante et dont le business model est compris à la fois par les consommateurs et à la fois par les actionnaires. Mais si je comprends bien, ça veut dire que vous êtes sur des horizons de placement plutôt longs et que quand on voit l'économie se réouvrir ou alors les valeurs du tourisme chuter, c'est pas le moment de faire des réallocations particulières. Alors, si, il faut être ultra stratégique, mais le seul danger aujourd'hui des marchés financiers, c'est la volatilité et la liquidité. Mais en premier point, la liquidité. La volatilité, finalement, si vous avez un horizon de placement sur le long terme, je prends à chaque fois cet exemple avec Laura, c'est peu importe la hauteur des vagues, si la qualité de l'équipage est bonne et que la structure du bateau est solide, vous allez arriver à bon port. Donc, soyons confiants dans nos choix et comprenons ce qu'on achète. Et oui, il y a de la volatilité, oui, il y a des nouvelles modes qui arrivent. On parlait des bancaires avec Laura juste avant. On parle aussi du pétrole. Le pétrole n'a jamais été aussi... les sociétés pétrolières et gazières n'ont jamais été aussi rentables. Pourtant, le marché ne le comprend pas et il n'y a pas une revalorisation des cours aujourd'hui. Donc, il faut arriver à sélectionner des valeurs avec parcimonie et acheter ce que le marché comprend et ce que le monde comprend. Parce que vous, les bancaires, justement, les pétroles, c'est pas trop votre truc. En revanche, le luxe, oui. Donc, la semaine dernière, il y a eu un petit revers. Alors, c'est vrai que vos fonds qui contiennent du luxe fonctionnent très bien. Mais comment ça s'est passé, justement, après ces 4 jours de baisse? Alors, déjà, nous, aujourd'hui, et je prends un exemple extrêmement simple, c'est... vous avez des acteurs aujourd'hui, des consommateurs. Le consommateur aujourd'hui, il va essayer de casser les coûts sur sa carte de crédit. C'est complètement idiot, mais il y a un sentiment d'appartenance. Donc vous avez du Lydia, vous avez du N26, vous avez toutes ces nouvelles néobanques qui arrivent. Bien sûr, oui. Et ce que vous voulez, vous, c'est aller du Boursorama et ne pas payer de frais sur vos cartes. Les taux sont extrêmement bas, ils vont rester structurellement bas. En tout cas, c'est notre conviction. Et le marché et l'économie ne peut pas faire face à une remontée de taux parce qu'on se prendrait la dette un peu dans les dents. Et Bruno Le Maire le disait, attention au mur de la dette. En revanche, dès que vous avez un peu plus d'argent, vous allez acheter du luxe. Vous allez acheter ce sentiment d'appartenance sur des marques. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il s'est passé que les marchés ont extrêmement réagi aux annonces chinoises. Mais n'oublions pas quelque chose qu'on avait totalement oublié, c'est qu'on fête les 100 ans du Parti communiste chinois. Et qu'est-ce qui a été... Et le peuple chinois n'a jamais accru sa richesse de manière aussi importante que les 40 dernières années. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Xi Jinping avait... La première étape, c'était qu'il n'y ait plus aucune pauvreté, mais la vraie pauvreté en Chine. Là, il passe à la deuxième étape. C'est la famille et le travail. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les enfants, aujourd'hui, n'ont plus le droit de jouer plus d'1 heure par jour au jeu, 2 heures les week-ends. Il s'est passé qu'on va redistribuer les richesses que les ultra-riches ont créées et que nous, on a créées aussi, parce que finalement, on a compris, on a pensé depuis 20 ans que le marché chinois était un marché ultra-capitaliste. Mais c'est faux. C'est un parti communiste qui a été chercher de la valeur grâce aux investissements étrangers et aujourd'hui, ils vont le redistribuer. Donc, le marché a surréagi, probablement, mais on reste avec des fondamentaux qui sont extrêmement importants sur le luxe et qui continueront à avoir des relais de croissance. Et on le voit bien avec un exemple, par exemple, ultra idiot, mais Hermès. Hermès a sorti des rouges à lèvres. Donc, ça permet d'aller chercher un autre pan de consommation. Mais le marché surréagit ou le marché finalement corrige après 1 mois et 1 mois et demi de hausse continue pendant l'été pour aller près de son, enfin en tout cas le CAC 40 près de son plus haut historique? C'est une surréaction ou c'est juste une correction dans une hausse qu'on comprenait plus forcément?
Alors oui, effectivement, les résultats d'entreprise étaient très bons, mais on pouvait se demander quand même jusqu'où allait aller cette hausse. Là, on voit finalement que quelques annonces chinoises, la Fed qui décide de réduire son soutien à l'économie américaine, bon, c'était pas une surprise, mais bon, voilà, il y a quand même eu effectivement le fait de lire les minutes de la Fed qui a accentué finalement ce sujet-là. Surréaction ou simplement correction normale dans la vie du CAC 40, Victor Périou? Correction normale. Ouais. Il faut savoir que c'est l'été. Il y a peu d'acteurs aujourd'hui. Oui. Là, on revient avec les acteurs qui arrivent sur le marché. La Fed s'était déjà inscrit dans les résultats. Hein. Vous avez vu les taux, il n'y a pas eu de mouvement. En revanche, il y avait un stress qui était assez important sur les marchés. Et voilà, là, c'est le déclencheur qui a fait qu'on a respiré. Et c'est une très bonne chose parce que, justement, vous en parliez, il y a des mouvements à faire. Et donc, on va pouvoir aller se repositionner sur certaines valeurs ou certains pans de la société et continuer notre travail de gérant d'actifs. Mais justement, là, vous allez arrêter d'investir, vous allez attendre quelques semaines que le marché se purge pour vous repositionner. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, nous, on a eu la chance d'avoir une poche de cash assez importante sur nos fonds. Et donc, en fait, on s'était désinvesti un petit peu des marchés luxe, justement, en début de semaine. Ça tombait bien. Ça tombait bien. Et donc, on va évidemment retravailler nos dossiers, retravailler les valorisations et donc aller se réinvestir si jamais il y a une opportunité de réinvestissement, bien entendu. Ça, c'est pour les actions. Sur l'obligataire, quelle est la stratégie? On a vécu pendant ces derniers mois sur des anticipations d'inflation, des taux d'intérêt aux États-Unis à 10 ans qui n'étaient pas forcément en lien avec une réalité économique, mais avec des craintes des investisseurs ou des anticipations d'inflation. Comment est-ce qu'on gère une situation pareille sur tous ces mois-là quand on gère des fonds pour des clients et qu'il faut expliquer que, d'un côté, que les choix qu'on fait ne sont pas forcément en lien avec la rationalité du marché ou autre? C'est très compliqué. Nous, sur les marchés obligataires, on est extrêmement prudent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va chercher des durations qui sont extrêmement courtes. On va acheter de la grande qualité donc on va acheter de l'investment grade. On pense que chercher du risque de manière trop importante sur les obligations, aujourd'hui, ça a un sens assez limité. Surtout qu'on l'a sur les actions et il y a de la rentabilité en plus assez Exactement. régulièrement. Et nous, on est des gérants de conviction en actions et finalement, les obligations, à part les obligations bancaires qui peuvent... Justement, là, vous en avez. Oui, voilà. Les actions bancaires, on est extrêmement prudent là-dessus. En revanche, les obligations bancaires, mais il faut le prendre avec du recul parce que les gens ont tendance à penser que les obligations, c'est quelque chose qui n'est pas risqué. Les obligations, c'est extrêmement risqué. Et puis, c'est le premier marché aujourd'hui au monde. Hein. C'est la différence entre les actions et les obligations en termes de volume d'investissement, il est abyssal. C'est ça, c'est les obligations d'État qui ne sont pas risquées, et encore de certains États, mais ce n'est pas les obligations... Les émergents, on évite quand même. Oui, c'est ça, exactement. Tant qu'il y a les politiques des banques centrales aujourd'hui qui facilitent finalement et qui assurent un rendement, mais extrêmement bas, ma conviction est que allons sur les actions, et en plus il y a la théorie du ruissellement qui arrive, investissons dans les micro-capitalisations, les small et mid-cap, investissons dans les larges capitalisations, les actions, c'est le moyen le plus rentable, sur le long terme bien évidemment, d'accroître sa richesse. Les obligations, allons-y, si vous êtes un spécialiste, allez-y, sinon faites attention. Très bien. Et là, qu'est-ce que vous avez prévu pour les semaines à venir? Je sais qu'on n'a pas de boule de cristal, mais vous, est-ce qu'il y a déjà des projets? Je vous ai dit, ça va pas. Et la valeur ajoutée, ce que je vais vous dire, va pas être extraordinaire. Mais dans la vie, il faut garder ses stratégies d'investissement sur le long terme. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu de continuer à être extrêmement prudent, mais optimiste. Je vous l'ai dit, on est prudemment optimiste. On pense que la croissance va continuer à s'installer, va continuer à être là. Alors oui, il y a des prévisions de croissance avec la Chine qui sont en train de s'abaisser. Mais n'oublions pas, la Chine, on a toujours pensé que c'était la boule de cristal finalement du monde en termes de croissance. Oui, il y a un ralentissement, mais il y aura de la consommation. Vous l'avez dit, on a une réouverture des marchés aujourd'hui qui est en train de se faire. C'est la rentrée, on va consommer, on est content, on sort de l'été. Donc nous, on est assez confiants là-dessus. Après, on reste extrêmement rigoureux sur nos stratégies d'investissement et arrêtons de croire que, ce qui est assez drôle parce que depuis un an, tout le monde s'est mis sur Boursorama et des choses comme ça en pensant qu'on achète du Total parce qu'on va à sa pompe à essence et on achète du L'Oréal parce qu'on va se laver les cheveux avec du shampoing. Mais c'est pas ça la finance. La finance, c'est investir dans des sociétés de qualité et c'est un vrai métier. Donc restons prudents.
Merci beaucoup Victor Piriou. Je retiens prudence et optimisme du coup sur votre stratégie de gestion. Victor Piriou, je rappelle que vous êtes responsable des partenariats chez Cogefi Gestion. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans le Club Action. Bienvenue à présent dans le Club Action où nous nous intéressons de près à l'évolution des stratégies de gestion en lien avec les marchés financiers. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Nourane Charer, directeur de la gestion chez Manzartis. Bonjour Nourane Charer. Bonjour. Bonjour Nourane. Bienvenue. Alors on va se poser tous les trois la question de la rationalité des marchés financiers face à la crise sanitaire que nous connaissons à présent depuis 1 an et demi. Et surtout, on va voir comment on réagit quand on doit procéder à des arbitrages ou à des choix de gestion. Nourane Charer, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé cet été, le CAC 40 a frôlé les 6900 points, se rapprochant toujours plus de son record historique qui est à 6922. Bon, il y a eu un petit calage effectivement la semaine dernière en lien avec les annonces chinoises et peut-être aussi avec les minutes de la Fed, même si on le disait, c'était largement anticipé. Toujours est-il que les indices continuent à progresser depuis le début de l'année, mais dans un contexte qui est toujours incertain en fait en matière d'épidémie et notamment de variant Delta ou de reprise dans différentes régions du monde. Est-ce qu'on évolue dans une situation normale selon vous ? Je pense que vous avez raison et c'est légitime aujourd'hui de se poser la question de la rationalité des marchés, puisque quand on regarde, et c'est ce que vous disiez, les marchés actions qui ont battu des records historiques, notamment aux États-Unis ou même en Europe, quand on regarde les niveaux de valorisation, sont des niveaux de valorisation qui sont extrêmement élevés, quelles que soient finalement les métriques de valorisation qu'on regarde. En absolu, quand on regarde sur le marché européen, on se paye sur les bénéfices à peu près 18 fois contre un historique à 14 fois. Donc, c'est relativement élevé. Et c'est pareil aux États-Unis. Donc, cette question de la valorisation, je dirais qu'il y a quand même 2 remarques à faire. La première, c'est que la valorisation, normalement, s'analyse dans l'environnement de marché actuel. Donc, aujourd'hui, si on regarde la valorisation relative par rapport au marché obligataire, on reste sur une valorisation qui est plutôt attractive. Là, on analyse la prime de risque. Et la prime de risque est attractive, en tout cas en Europe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on parle de rationalité des marchés, il faut regarder aussi ce qui se passe sur les fondamentaux économiques. Regardons ce qui se passe du côté des indicateurs économiques, que ce soit du côté de l'offre ou du côté de la demande. Donc quand on regarde la production industrielle ou les ventes au détail, on a rattrapé, voire dépassé les niveaux pré-pandémiques. C'est exactement la même chose du côté des entreprises. Quand on regarde la période de publication de résultats du 2e trimestre, qui a été de très très bonne facture, on voit effectivement que la plupart des secteurs, enfin beaucoup de secteurs en tout cas, pour ne citer le luxe, la technologie, les secteurs cycliques comme les secteurs de la chimie ou les secteurs industriels, qui ont dépassé les niveaux de croissance pré-pandémique, qui ont largement dépassé d'ailleurs les niveaux de croissance pré-pandémique. Donc finalement, tout va mieux qu'avant. En fait, les marchés ne sont pas si irrationnels que ça, parce qu'il y a quelques secteurs qui n'ont pas boursièrement dépassé les niveaux de début 2020. Donc là, on va retrouver tous les secteurs qui sont encore perturbés par cet environnement et par ces restrictions sanitaires. On va retrouver le voyage et loisirs, on va retrouver les valeurs bancaires, les utilities, les télécoms, etc. C'est des secteurs qui affichent pas des niveaux de valorisation qui sont des niveaux de valorisation très forts. Donc la question de la rationalité des marchés, on est dans des marchés, je trouve, qui sont plutôt rationnels, mais par contre, on peut être surpris par cette vigueur de la reprise, par cette vigueur de la reprise économique dans pas mal d'activités, de domaines d'activité. Alors après, on n'est pas dans un environnement environnement très complètement paisible, parce qu'il y a des zones d'inquiétude, et vous l'avez dit. Il n'y a pas de lien entre crainte sanitaire et crainte économique. Je regardais par exemple vous parliez des publications d'entreprises, 87% des entreprises du S&P 500 qui publient des résultats supérieurs aux attentes. Alors pour le premier trimestre, on pouvait se dire les attentes étaient suffisamment basses pour les dépasser. Pour le 2e trimestre, on commence à se dire mais en fait c'est des entreprises qui vont presque mieux qu'avant la pandémie. Oui, parce qu'en fait la pandémie a accéléré en fait des thématiques de croissance, comme on en parle beaucoup, la digitalisation de l'économie, et on voit bien que certaines entreprises dans le secteur de la technologie ont gagné 2,
voire 3 années de développement futur. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui se retrouve dans la valorisation des marchés, qui se retrouve dans les performances financières sur certains secteurs. Donc le marché est en partie rationnel, même si, attention, sur le deuxième semestre, on peut avoir quand même quelques éléments d'inquiétude et peut-être que cette vigueur de la reprise, ces surprises sur l'activité économique pourraient être peut-être un petit peu grévées par l'environnement qu'on connaît, avec notamment le timing du tapering qui est quand même difficile d'anticiper, ou alors en fait avec cette reprise de l'épidémie qui limite en fait la visibilité qu'on peut avoir sur les marchés. Alors, la Chine adopte son RGPD. On sait aussi qu'ils ont les riches dans le viseur. On l'a vu la semaine dernière, hein, ça a bien joué également sur les marchés, en dehors des minutes de la Fed et de la menace du tapering. Oui, alors sur le marché chinois, vous avez raison. C'est vrai que le marché chinois, c'est un des rares marchés qui, depuis le début de l'année, affiche quand même une baisse de 15%, donc qui a été notamment accentuée au mois de juillet à cause de 2 éléments, je dirais, ce tour de vis réglementaire dont vous parlez, et puis peut-être une normalisation de l'activité économique qui est en plus un petit peu grévée par ces déséquilibres sur la chaîne d'approvisionnement qui vient en fait flouter un petit peu cette visibilité sur la croissance économique en Chine. En ce qui concerne le tour de vis réglementaire, je pense qu'il faut faire plusieurs remarques. La première remarque, c'est que les actions chinoises se payent en fait avec une décote par rapport aux actions des pays développés. Pourquoi ? En partie parce que on a un interventionnisme de la part du gouvernement chinois qui est quand même très fort et qui peut parfois, sur certains secteurs privés, arriver de manière un petit peu brutale. Donc ça, c'est la première. Faire perdre beaucoup d'argent à certaines valeurs quand on décide de les faire sortir ou de ne pas les coter, quand c'est le cas de Ant, ou dans le cas de Didi, de leur faire perdre pas mal de valeurs. Mais c'est pas nouveau. Je veux dire, on a déjà eu des tours de vis réglementaires en 2014 avec l'anticorruption, on l'a eu en 2018, et comme vous le disiez, ça a aussi repris en fin d'année dernière avec l'interdiction de la cotation de la filiale d'Alibaba. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que le tour de vis, ces mesures réglementaires ont été faites dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la technologie et dans le domaine des médias. Dans le domaine de la technologie, ce qu'il faut regarder, c'est que finalement, ça donne de la crédibilité au marché chinois, puisque effectivement, l'objectif, c'est lequel ? Il y a un double objectif. Le premier objectif, c'est lutter contre les monopoles. Le deuxième objectif, c'est la protection des données personnelles. Ces 2 objectifs, ce sont des objectifs qui sont menés dans les pays développés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Ce n'est pas propre à la Chine. Donc on voit plutôt, vous l'avez mentionné, la RGPD, ça a été une règle qui a été mise en place en 2016. Quand on regarde entre 2017 et 2019, la Commission européenne, pour des problématiques de monopole, a infligé en fait une amende à Google de l'ordre de 8 milliards d'euros. Donc en fait, toutes ces problématiques réglementaires, finalement, sont des problématiques réglementaires qui sont adressées aux États-Unis, en Europe. Aujourd'hui, le fait que la Chine adresse ces 2 problématiques-là, ça donne plutôt de la visibilité et de la crédibilité au marché chinois sur les prochaines années. Alors, effectivement, ça crée de la volatilité à plus court terme, mais ça donne de la visibilité à plus long terme. Ça donne de la visibilité à plus long terme. On pourra finir là-dessus. C'est vrai que c'est quand même intéressant de remarquer que cette annonce en fait crée des craintes en fait sur les marchés européens, alors que finalement les Chinois ne font dans ce cas précis que ce que les Européens et les Américains essayent de faire, avec un peu plus de difficulté finalement parfois de réguler Google, Facebook ou Amazon. Là, les Chinois effectivement montrent qu'ils y arrivent avec un peu plus de facilité. C'est plus brutal effectivement, donc ça surprend un peu plus, mais finalement ils ne font rien de plus que ce que font déjà les régulations européennes. Les régulations. Alors après, dans d'autres domaines, dans le domaine de l'éducation, c'est vrai que la mesure peut être un peu surprenante, mais je pense qu'elle rentre dans la volonté du gouvernement chinois d'améliorer en fait la fécondité, j'allais dire, en fait le taux de démographie, la démographie en Chine, parce qu'effectivement, quand ils ont abandonné la politique de l'enfant unique, on voit bien en fait que ça n'a pas repris et que en fait les Chinois n'ont pas amélioré en fait. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'éducation coûte cher. Donc c'est une manière pour le gouvernement chinois en fait d'améliorer peut-être
la démographie cette en situation. Chine, cette situation. Merci beaucoup Nora Necharer d'avoir partagé avec nous votre expertise sur cette actualité financière et notamment des marchés actions. Nora Necharer, je rappelle que vous êtes directeur de la gestion chez Manzartis. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans le Club Expert. C'est parti pour le Club Expert où nous recevons Marc Faber, conseiller en gestion de patrimoine chez LGF Patrimoine. Bonjour et bienvenue Marc Faber. Merci beaucoup, bonjour à vous. Pour ce premier numéro, vous avez choisi, et ce de manière indépendante, de venir nous parler du fonds Varenne Valeur, un fonds qui est proposé par Varenne Capital Partners. Pourquoi ce choix pour la première édition de Smart Patrimoine ? Écoutez, parce qu'en ce qui nous concerne, on trouve que c'est une société d'abord très intéressante et deuxièmement un fonds qu'on aime bien dans les allocations d'actifs. En effet, c'est un fonds à stratégie action, mais qui est peu risqué, puisque sur l'échelle de risque, il est au niveau 4 par rapport à un niveau 7 qui est le plus risqué. Et aujourd'hui, en termes d'allocation d'actifs, on recherche à la fois des fonds qui soient, je dirais, dans le vent, donc du pur action, et puis des fonds qui soient un peu plus calmes, puisque vous savez très bien que les Français ont horreur du risque, donc les épargnants n'aiment pas trop le risque, et à part le fonds en euros, il n'existe rien qui soit absolument non risqué. Aujourd'hui, le fonds en euros, ça rapporte plus rien. Le fameux couple rendement-risque. Voilà, est assez délicat, je dirais, à gérer aujourd'hui. Donc ce que l'on recherche, c'est à la fois de pouvoir prendre du risque, mais d'atténuer ce risque. Et il se trouve que le fonds Varenne Valeur permet d'atténuer ce risque, tout en ayant des actions et en oubliant un peu les obligations. Il faut en avoir des obligations, je sais que vous en parlez assez souvent, mais les obligations deviennent un tout petit peu dangereuses, tout simplement parce que les taux sont bas. Aujourd'hui, on craint plutôt, on va dire, de la taux ondulée sur les taux, on a une légère remontée, et dès que les taux remontent, les obligations n'aiment pas trop. Donc si on veut essayer de créer de la valeur, autant chercher de l'action et parfois limiter le risque sur l'action. Comment vous utilisez ce fonds dans vos allocations ? Alors on utilise ce fonds en parallèle, bien sûr, avec un peu de fonds en euros, puisque je vous dis que nos clients aiment bien être sécurisés. Être rassurés. On le met en complément de fonds pure action, et de fonds pure action avec des stratégies diversifiées, soit des thématiques, des thématiques pays, ou des thématiques comme la santé, comme l'éducation, comme le transport, des choses comme ça. Mais alors, Varenne Valeur, c'est quoi les caractéristiques spécifiques au fond ? On a compris que c'était effectivement un fonds action, mais encore. Alors, la particularité de ce fonds, c'est qu'il y a 4 moteurs de performance différents. Et ce sont ces moteurs qui sont intéressants, qui fonctionnent parfois tous ensemble, qui parfois ne fonctionnent pas tous ensemble, mais c'est très bien aussi, ce qui permet à la fois de limiter le risque et d'augmenter la performance. Puis après, bien sûr, vous avez le choix des gérants. Un des premiers moteurs, c'est bête et méchant, c'est simplement être long only, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire être acheteur d'actions et tenir ses positions. D'accord. Le second moteur, c'est éventuellement d'être vendeur de titres. Alors, pas vendeur de titres n'importe comment, c'est pas parce qu'on ne va pas couvrir. C'est pas une question, j'ai du Stellantis et de l'autre côté, je vais vendre du Renault ou inversement, c'est pas du tout ça. C'est après analyse, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont leur propre analyse des schémas en interne, donc ils se disent, voilà, ça vaut peut-être la peine, cette action ou cette société est un peu trop chère. Je pense que momentanément ou durablement, il va y avoir quelque chose qui sera un peu négatif sur cette société et peut-être on peut se mettre vendeur. Voilà. Ils ne le font pas du reste à chaque fois. Ça, c'est le deuxième moteur de performance. Le troisième moteur, c'est ce qu'ils vont appeler des situations spéciales. Par exemple, les fusions-acquisitions, ils y vont toujours lorsqu'il y a non agressif. Alors, parfois, c'est intéressant, parfois, il faut le faire, parfois, il ne faut pas le faire. Et enfin, le dernier moteur, c'est de la couverture. Et cette couverture, on a vu, a très, très bien fonctionné, par exemple, en mars 2020, où fonctionne aussi lorsque les marchés baissent brutalement, parce qu'ils ont un budget de couverture et ils le gardent quoi qu'il advienne. Et l'ensemble, je dirais, de cette recette un petit peu, fait que pour nous, ça fonctionne bien, même relativement très très bien. Et même si le fonds est un peu volatile, in fine, la performance est bonne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'in fine, en dépit de cette légère volatilité, on reste sur le niveau 4 de risque. D'accord. Et en termes justement de performance Écoutez, en termes de performance, on ne va pas du tout se plaindre pour l'instant et pourvu que ça reste, je dirais, dans cet état-là. On est depuis le début de l'année au-delà des 10%, mais je dirais que c'est magique. Nous, on est très contents. Si ça fait 7% tous les ans, nous sommes ravis. Je rappelle qu'au bout de 10 ans, ça double le capital. Donc, arrêtons là-dessus. Mais surtout, c'est qu'ils ont un excellent choix de stock picking actuellement. Et ça, c'est pas nouveau. La société du reste n'est pas nouvelle. Ce fonds existe depuis plus de 10 ans. Et si on tient compte du track record, c'est plutôt très intéressant. Et c'est pour ça qu'on l'étudie depuis longtemps.
Et ben, ce sera le mot de la fin, Marc Faber. Donc merci de nous avoir présenté ce fonds. On aurait pu avoir plein d'autres questions sur ce fonds, mais du coup, vous nous l'avez présenté succinctement pour ensuite donner l'occasion à d'autres de vous poser un petit peu plus de questions. Marc Faber, je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez LGF Patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également Laura d'avoir été à mes côtés pour cette deuxième partie d'émission. C'était un plaisir d'animer Smart Patrimoine à vos côtés. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils en gestion de patrimoine et surtout je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.